Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir s'intitule Léo le chien. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification. Bien, à présent, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien, alors à présent, installe-toi confortablement dans ton lit, serre fort ton doudou, ferme les yeux et écoute, car l'histoire commence. Comme tous les jours, Léo, un petit chien tout poilu, se promène avec Laura. C'est sa maîtresse et ils sont inséparables. Ensemble, ils passent devant la maison de Madame Michel. Elle est toujours là, à sa fenêtre, avec son sourire bienveillant. Madame Michel connaît tout le monde dans le quartier, surtout les enfants. Elle leur dit toujours bonjour d'une voix douce. Léo aime bien Madame Michel, mais ce qu'il préfère, c'est s'arrêter devant son jardin. Pourquoi? Parce qu'il y a Pico, un perroquet coloré. Oui, un perroquet, et pas un petit. Non, non, non. Il a des plumes vertes, rouges et bleues, comme un arc-en-ciel. Mais Pico n'a pas l'air très heureux. Il est tout seul dans une petite cage. Il reste là sur son perchoir, sans bouger. Léo le regarde, penche la tête, mais rien. Pico ne parle pas, ne chante pas. Il semble triste. « Allez Léo, on rentre !» dit Laura. Mais Léo, lui, ne veut pas bouger. Il tire sur sa laisse et regarde Pico. Laura le trouve drôle, ce petit chien têtu. Elle rigole, tire un peu sur la laisse et Léo finit par la suivre, même s'il jette un dernier regard à Pico. Madame Michel sourit. « À demain, mon petit Léo, » dit-elle. Léo remue la queue, mais dans sa tête de chien, il pense. Pourquoi Pico ne vole pas et ne chante jamais? Et c'est ainsi que, chaque jour, Léo s'inquiète un peu plus pour son ami perroquet. Léo adore jouer dans le parc avec Laura. Il court après les papillons, creuse des trous et surtout, il fait des roulades dans l'herbe. Laura éclate de rire en le voyant faire ses bêtises. Mais aujourd'hui, quelque chose distrait Léo. Même en courant après un papillon, il pense à Pico, le perroquet de Madame Michel. Léo est un petit chien malin. Il a remarqué que les autres oiseaux volent dans tous les sens, sifflent joyeusement et parfois même font la course avec lui. Mais Pico, lui, ne bouge jamais. Il reste perché, tout seul, dans sa petite cage. Léo trouve ça bizarre. Quand il repasse devant la maison de Madame Michel, Léo s'arrête encore. Il regarde Pico avec ses grands yeux de chien. Mais Pico reste immobile, comme une statue. Il ne fait même pas « cui-cui » ou « coco, coco ». « Viens Léo !» appelle Laura en tirant sur la laisse. Léo
un peu à contre-cœur, la suit. Mais dans sa petite tête de chien, une idée commença à germer. Pico a l'air triste. Pourquoi il ne vole pas? Pourquoi il ne chante pas? De retour à la maison, Léo s'installe dans son panier. Mais même là, il pense à Pico. Il tourne en rond avant de se coucher, comme tous les chiens, mais ses pensées vont encore au perroquet. Pourquoi Pico n'a-t-il jamais l'air heureux? Léo soupire. Il a beau être un chien, il comprend que quelque chose ne va pas. Son ami, le perroquet aux plumes colorées, ne devrait pas rester enfermé tout seul comme ça. Ce matin, Léo est encore plus curieux que d'habitude. En se promenant avec Laura, il sait exactement où il veut aller. Devant la maison de Madame Michel, là où Pico, le perroquet coloré, l'attend, toujours aussi silencieux. Quand il arrive près de la cage, Léo s'arrête net. Il plante ses pattes dans le trottoir et refuse de bouger. Laura tire doucement sur sa laisse, mais Léo ne veut rien savoir. Il fixe Pico de ses grands yeux. Qu'est-ce que tu fais, Léo? On doit continuer, dit Laura en riant. Mais Léo reste immobile. Il penche la tête comme pour dire: Regarde, Pico ne va pas bien. Madame Michel, qui observe la scène depuis sa fenêtre, s'approche du portail. Alors, mon petit Léo, tu veux saluer Pico aujourd'hui? Léo aboie doucement, comme pour attirer l'attention. Laura se met à réfléchir. Peut-être que Léo a raison. Elle se tourne vers Madame Michel et dit d'une petite voix: Vous savez, Madame Michel, je crois que Pico est triste. Il ne bouge jamais. Peut-être qu'il aimerait sortir un peu? Madame Michel sourit gentiment, mais secoue la tête. Oh, ma petite Laura, Pico est très bien ici. C'est un cadeau spécial. Je ne peux pas le laisser partir. Léo pousse un soupir de chien. Il sait que Pico ne sortira pas aujourd'hui. Laura le comprend et, à contre-cœur, tire un peu plus sur la laisse. Ils continuent leur promenade, mais Léo jette un dernier regard vers Pico, toujours perché, toujours silencieux. Les jours passent et Léo ne s'arrête plus devant la maison de Madame Michel. Chaque fois qu'il passe près de la cage de Pico, Léo baisse la tête et continue de marcher, tout triste. Laura remarque son comportement. « Tu ne veux plus voir Pico, Léo, c'est ça ?» lui demanda-t-elle doucement. Léo remue à peine la queue. Il a perdu son enthousiasme. Même Madame Michel remarque le changement. Elle ne voit plus Léo regarder son perroquet avec curiosité. Maintenant, il marche droit devant, sans s'arrêter. Madame Michel se sent un peu seule. Elle repense aux paroles de Laura. Pico est triste. Mais non, il a toujours été dans sa cage. Il va bien, se dit-elle. Mais au fond, elle commence à douter. Pico ne chante jamais. Ses plumes sont ternes. Madame Michel réalise qu'il ne bouge presque plus.
Un matin, Madame Michel s'assoit sur son fauteuil, les sourcils froncés. Et si Laura et Léo avaient raison? Elle regarde la petite cage où Pico est perché, silencieux. Elle n'a jamais voulu se séparer de lui car c'était un cadeau très précieux. Mais maintenant, elle commence à se demander si elle n'a pas fait une erreur. Pico serait peut-être plus heureux ailleurs, là où il pourrait voler. Pendant ce temps, Léo, lui, trottine toujours aux côtés de Laura. Il ne sait pas que Madame Michel réfléchit à quelque chose de très important, mais il espère, dans son cœur de chien, que Pico sera bientôt plus libre. Ce matin-là, Léo trottine joyeusement avec Laura, comme d'habitude. Mais en arrivant devant la maison de Madame Michel, il voit quelque chose d'inhabituel. Une petite camionnette blanche garée devant le portail. Madame Michel est là, avec une jeune femme en uniforme, et Pico, le perroquet, est dans une grande cage ouverte à l'arrière du camion. Léo s'arrête net. Ses oreilles se dressent et il regarde Pico. Laura, curieuse, s'approche. « Madame Michel, qu'est-ce qui se passe ?» Madame Michel sourit à Laura et s'agenouille aux côtés de Léo. « Tu avais raison, ma petite Laura. Et toi aussi, Léo. Tu l'as vu depuis le début. Pico est malheureux ici. Alors, j'ai décidé de l'emmener dans un parc animalier. Là-bas, il pourra voler, jouer avec d'autres oiseaux et être heureux. » Léo remue la queue tellement fort qu'il se met à tourner sur lui-même. Laura éclate de rire. « C'est vrai, Madame Michel? Oh, waouh! Pico va enfin être libre! » Madame Michel hoche la tête, les yeux un peu mouillés. « Oui, il est temps. Je veux qu'il soit heureux. Et je voulais que toi et Léo soyez là pour lui dire un au revoir. » Léo saute de joie autour de Laura. Pico, dans sa cage, lance un petit cri, comme s'il comprenait. Madame Michel, Laura et Léo montent dans la voiture de Laura pour suivre la camionnette jusqu'au parc animalier. Léo, tout excité, n'arrête pas de regarder Pico, qui semble enfin prêt pour sa nouvelle aventure. 2 semaines plus tard, Laura et Léo sont très excités. Aujourd'hui, ils vont voir Pico dans son nouveau chez lui. Avec Madame Michel, ils prennent la voiture et roulent jusqu'au parc animalier. Dès leur arrivée, Léo saute hors de la voiture et court devant. « Attends-moi, Léo !» rigole Laura. Madame Michel suit doucement, un sourire au coin des lèvres. En entrant dans le parc, il se dirige vers la grande volière. Là, parmi les arbres et les fleurs, Léo aperçoit Pico. Mais quelque chose a changé. Pico est magnifique. Ses plumes brillent sous le soleil et il vole joyeusement d'une branche à l'autre. Il n'est plus seul aussi. Il y a d'autres perroquets de toutes les couleurs qui volent avec lui. Léo, tout excité, aboie joyeusement. Pico s'arrête, le regarde et pour la première fois depuis longtemps, il pousse un cri fort et joyeux. « Coco! Coco !» Laura éclate de rire. Tu as vu ça, Léo? Pico est enfin heureux.
Madame Michel essuie une petite larme. Oui, ma petite Laura, il est heureux. Merci de m'avoir aidé à le voir. Léo tourne en rond, sa queue bat en l'air. Il est tellement content de voir son ami Pico libre et joyeux. Pico, de son côté, déploie ses ailes et vole au-dessus d'eux, comme pour leur dire « Merci ». Allez Léo, il est temps de rentrer, dit Laura. Léo jette un dernier coup d'œil à Pico et, le cœur léger, trottine joyeusement vers la sortie. La mission accomplie. C'était un beau matin d'automne. Les feuilles tombaient doucement des arbres et les trois petits cochons, Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf, avaient une idée délicieuse. « On va faire une tarte pomme ?» dit Nif Nif en sautillant. « Oui, une énorme tarte !» ajouta Nouf Nouf, les yeux brillants. Naf Naf, toujours le plus gourmand, tapota son ventre. « Miam, miam, j'adore la tarte aux pommes !» Ils se mirent tout de suite au travail dans la petite cuisine de la maison de Nif Nif. Nif Nif prit un grand saladier et commença à préparer la pâte. Il versa de la farine partout, même sur ses pieds. « Oups !» murmura-t-il en riant. De son côté, Nouf Nouf épluchait les pommes. Il se concentra tellement qu'il fit voler quelques pelures à travers la pièce. Une pelure atterrit sur la tête de Naf Naf, qui fit semblant de ne rien remarquer. « Ça sent déjà bon !» s'exclama Naf Naf en s'approchant du four, impatient. Il ouvrit grand la porte du four pour vérifier qu'il était prêt. Les trois petits cochons étaient si excités qu'ils dansèrent autour de la cuisine en chantant une petite chanson. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Tarte aux pommes, on va bien se régaler. Leur cuisine ressemblait à un joyeux bazar. De la farine par terre, des pommes partout, mais ils étaient si heureux qu'ils ne s'en souciaient pas. La tarte était presque prête à aller au four, et ils n'avaient qu'une envie, la savourer ensemble autour d'un bon feu de cheminée. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Pendant que les trois petits cochons s'occupaient joyeusement de leur tarte, une délicieuse odeur de pommes cuites s'échappa de la cheminée. Elle flottait dans l'air, attirant l'attention d'un visiteur inattendu, le loup. Le loup, qui passait par là, renifla l'air avec un grand sourire. « Ça sent bon par ici !» murmura-t-il, l'estomac gargouillant. Il n'avait pas mangé depuis des heures. Il s'approcha doucement de la maison des cochons, ses oreilles tendues, espérant peut-être avoir une petite part. Mais il savait bien que les cochons ne lui feraient pas confiance après toutes ces mauvaises farces du passé. Alors, il décida d'observer discrètement par la fenêtre. Pendant ce temps, les cochons mettaient leurs belles tartes dans le four. « Dans 1 heure, elle sera parfaite !» dit Nouf Nouf en se frottant les mains. Ils partirent s'installer près de la cheminée pour se réchauffer
en attendant la cuisson. Mais soudain, un petit bruit attira leur attention. Un très léger se fit entendre. Ils se regardèrent, intrigués, mais n'y prêtèrent pas attention. 1 heure plus tard, Naf-Naf se leva en bondissant. « La tarte doit être prête! Allons-y !» cria-t-il avec enthousiasme. Ils coururent vers le four et... surprise! La tarte avait disparu. Il ne restait que quelques miettes. « Quoi? Mais où est notre tarte ?» s'écria Nif-Nif, les yeux ronds comme des soucoupes. « C'est le loup. Il a dû la voler !» déclara Nouf-Nouf, convaincu. Ils décidèrent d'aller confronter le loup, bien déterminés à récupérer leur précieuse tarte. Les 3 petits cochons sortirent en trombe de la maison, bien décidés à trouver le loup. Ils marchèrent à grands pas, leur petite queue frétillant de colère. « Il ne va pas s'en tirer comme ça! Oh non !» grogna Nif-Nif, les poings serrés. Après quelques minutes, ils trouvèrent le loup endormi sous un arbre, juste à l'orée de la forêt. Il ronflait bruyamment, son ventre gargouillant d'une faim évidente. Naf-Naf se pencha sur lui et le secoua doucement. « Hé, loup, réveille-toi !» Le loup ouvrit un œil, puis l'autre, et se redressa lentement. « Hein? Qu'est-ce qui se passe ?» dit-il en bâillant. Il se frotta les yeux. « Pourquoi vous me réveillez comme ça ?»« Où est notre tarte ?» s'écria Nouf-Nouf, les bras croisés. Le loup les regarda, confus. « Une tarte? Quelle tarte? Je dormais !»« Ne fais pas l'innocent !» grogna Nif-Nif. « La tarte a disparu et tu es le seul suspect !» Le loup secoua la tête, choqué. « Mais non, je n'ai rien volé. Je ne faisais que dormir ici. Vous savez bien que je n'ai rien mangé depuis ce matin. » Les cochons se regardèrent, sceptiques. Naf-Naf fronça les sourcils. « C'est vrai qu'il a l'air affamé. » Le loup se mit à renifler, ses grandes narines frémissantes. « Mais ça sent bon par ici. Vous avez dit une tarte? Elle est où? J'aimerais bien goûter moi aussi. » Les 3 cochons restèrent silencieux un instant. Peut-être que le loup disait la vérité. Mais alors, qui avait pris la tarte? Les 3 petits cochons hésitaient encore à croire le loup. Mais Nif-Nif, toujours le plus curieux, remarqua quelque chose. Une petite miette de tarte sur le sol. « Regardez ça !» dit-il en pointant du doigt. « Une piste !» Tous se penchèrent et virent une traînée de miettes qui menait vers la forêt. Le loup renifla l'air et se redressa d'un bond. « Je vous l'avais dit, je n'ai rien volé, mais je vais vous aider à retrouver cette tarte. » Les cochons, toujours un peu méfiants, acceptèrent son aide. Ensemble, ils suivirent la piste. Les miettes les conduisirent à travers les buissons, sous les branches basses des arbres et même à travers une grande flaque de boue. « Burk, mes sabots !» gémit Nouf-Nouf, tout couvert de boue.
C'est l'aventure !» s'amusa Naf-Naf en sautant dans une flaque. Le loup, lui, avançait prudemment en reniflant. Je sens que la tarte n'est pas loin. » Ils continuèrent leur chemin jusqu'à un gros rocher. Derrière, ils tombèrent nez à nez avec une petite troupe d'oiseaux gourmands. Ces derniers picoraient joyeusement les derniers morceaux de la tarte sans se soucier de l'arrivée des cochons et du loup. « Voilà nos coupables !» s'écria Naf-Naf en montrant les oiseaux du doigt. Les oiseaux, pris par surprise, battirent des ailes mais ne s'envolèrent pas. Ils semblaient un peu gênés d'avoir été attrapés en flagrant délit. Le loup, amusé, se tourna vers les cochons. « Eh bien, je crois qu'on a retrouvé les voleurs. » Les 3 petits cochons et le loup regardaient les petits oiseaux, surpris mais amusés. Les oiseaux, eux, avaient l'air désolés. L'un d'eux, une petite mésange, s'avança timidement. « Pardon, on avait tellement faim et la tarte sentait si bon !» gazouilla-t-elle. Les autres oiseaux hochèrent la tête en signe d'accord. Nif-Nif, Nouf-Nouf et Naf-Naf se regardèrent un peu gênés. Ils n'avaient pas pensé que les oiseaux pouvaient être aussi affamés qu'eux. « Oh, ce n'est pas grave !» dit Nif-Nif en souriant. « Vous pouviez demander, vous savez. On aurait partagé avec plaisir. » Les oiseaux sautillèrent d'un pied à l'autre, heureux d'entendre ça. « Vraiment ?» demanda l'un d'eux avec un petit piaillement. Le loup, qui jusque-là observait la scène, haussa les épaules en riant. « Eh bien, c'est réglé. Maintenant, il ne reste plus qu'à refaire une autre tarte. Cette fois-ci, on la partagera avec tout le monde. » Naf-Naf tapa dans ses mains. « Bonne idée. Allons refaire une. Et cette fois, sans voleur. » Les petits cochons, le loup et les oiseaux retournèrent tous ensemble à la maison. Sur le chemin, ils ramassèrent des pommes, des noisettes et même quelques baies pour rendre la tarte encore meilleure. De retour à la maison, tout le monde mit la main à la pâte. Les cochons préparaient la pâte, les oiseaux apportaient des ingrédients et le loup surveillait le four pour ne pas qu'un autre petit gourmand s'approche. « Cette tarte va être la meilleure de toutes !» s'exclama Nouf-Nouf. Et tout le monde, cochon, loup et oiseau, attendait avec impatience de la goûter. La nouvelle tarte aux pommes cuisinée par les 3 petits cochons et leurs nouveaux amis sentait divinement bon. Tout le monde avait mis du cœur à la pâte. Les oiseaux piaillaient de joie, le loup surveillait la cuisson avec un œil attentif et les cochons sautaient de bonheur à l'idée de partager ce délicieux dessert. « Elle est prête !» s'écria Naf-Naf en sortant la tarte dorée du four. Ils se rassemblèrent tout autour de la table. Nif-Nif prit un couteau et commença à couper des parts pour tout le monde. Les oiseaux sautillaient impatiemment. Le loup léchait déjà ses babines. Et Nouf-Nouf, lui, regardait la tarte avec des étoiles dans les yeux. « Bon appétit !» dit Naf-Naf en souriant. Chacun prit une grosse bouchée et tout le monde se mit à rire de bonheur. La tarte était croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur, avec juste ce qu'il fallait de sucre. Les oiseaux gazouillaient de plaisir. Le loup
mâchaient bruyamment en riant. Et les cochons étaient aux anges. La meilleure tarte du monde, dit Naf-Naf, la bouche pleine. Le loup, les moustaches couvertes de miettes, sourit au cochon. Je suis content d'être votre ami maintenant. J'ai appris qu'il vaut mieux partager que voler. Les cochons hochèrent la tête en riant. Oui, et maintenant, plus personne ne volera de tarte. Tout le monde se régalait ensemble, heureux d'avoir appris à partager et à s'entraider. La tarte disparut rapidement, mais cette fois dans les estomacs de leurs nouveaux amis. C'était une journée parfaite pour les 3 petits cochons et leur drôle de bande. Sophie la fraise vivait dans un potager rempli de légumes colorés et de fruits juteux. Tous les matins, elle se réveillait avec un sourire, prête à profiter de la chaleur du soleil. Autour d'elle, le potager était animé. Les carottes faisaient des étirements, les petits pois jouaient à la balle et les courges prenaient des bains de soleil. Sophie regardait tout cela en rêvant. Elle était si petite par rapport aux grands légumes du potager. Un jour, je ferai quelque chose d'important, se disait-elle souvent, mais elle ne savait pas encore quoi. Un matin, elle s'approcha de Caro la carotte qui se secouait après une bonne sieste. « Bonjour Caro » dit Sophie timidement. Oh, salut Sophie. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Demanda Caro en bâillant. Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais trouver quelque chose de spécial à faire, répondit Sophie, le cœur plein d'espoir. Pat le poivron, un légume rond et joyeux, arriva en sautillant. Hé, Sophie, tu rêves encore de grandes aventures ? Sophie sourit, mais les autres légumes, comme Citrouillon le Grand, ne prenaient pas ses rêves au sérieux. Une fraise, faire des aventures, allons donc, grogna Citrouillon en roulant ses yeux. Sophie baissa la tête un instant, mais pas pour longtemps. Elle savait qu'elle était petite, mais elle avait un grand cœur comme le ciel. Elle sentait qu'un jour, elle prouverait à tout le monde que même une fraise pouvait être courageuse. Et dans le potager, tout semblait calme. Mais Sophie savait que quelque chose d'extraordinaire l'attendait. Un matin, le potager ne sentait pas comme d'habitude. L'air était sec et les feuilles des plantes commençaient à se courber. Sophie la fraise regarda autour d'elle inquiète. Caro la carotte faisait la grimace, ses fans flétris par la chaleur. « Ah, il fait si chaud et je n'ai plus d'eau !» gémit-elle. Pat le poivron, d'habitude si joyeux, semblait tout aussi inquiet. « Ah, quelque chose cloche !» dit-il. « Je ne sens plus l'eau couler dans la terre !» Sophie s'approcha de la fontaine du potager, mais il n'y avait plus une goutte qui sortait. « Oh non! Et si le potager manquait d'eau pour de bon ?» pensa-t-elle. Tout à coup, des bruits étranges se firent entendre. Sophie tourna la tête et vit une armée de limaces glisser lentement vers les plants de salade. « Des limaces, elles vont tout manger !»
cria un petit pois qui passa en roulant. Le grand citrouillon arriva, gonflé d'importance. « Ne paniquez pas, je vais régler ça !» déclara-t-il d'une voix grave. Mais il ne bougea pas. Il se contenta de regarder les limaces, l'air perplexe. Sophie savait qu'il fallait faire quelque chose. Elle regarda autour d'elle, cherchant une idée. Caro et Pat se rapprochèrent d'elle. « Sophie, tu crois qu'on peut les arrêter ? Les grandes feuilles ne feront rien. » demanda Caro en lançant un coup d'œil à Citrouillon, qui semblait toujours perdu. « Peut-être qu'on peut essayer ensemble, » répondit Sophie. « Mais avant tout, il faut trouver pourquoi il n'y a plus d'eau. » C'était le début d'une grande aventure, et Sophie était prête à relever le défi. Sophie la fraise, Caro la carotte et Pat le poivron se réunirent près de la fontaine vide. « L'eau ne coule plus et les limaces attaquent. On doit faire quelque chose, » dit Sophie, déterminée. Pat se gratta la tête. « Tu crois que l'eau est bloquée quelque part, c'est ça ?» Sophie hocha la tête. « Ce doit être ça. On va suivre les tuyaux et voir ce qui ne va pas. » Les trois amis se mirent en route. Ils longèrent les petites rigoles qui apportaient l'eau au potager, quand soudain, Caro trébucha sur une touffe d'herbe. « Oups !» dit-elle en rigolant. « Je crois que j'ai trouvé quelque chose. » En se penchant, Sophie découvrit que les tuyaux étaient bouchés par des mauvaises herbes épineuses. « Ah, voilà le problème, » dit-elle. « L'eau ne peut plus passer à cause de ces plantes. » Pat haussa les sourcils. « Des mauvaises herbes ? On va s'en débarrasser !» Il tira sur une tige, mais elle ne bougea pas. « C'est un peu plus difficile que je pensais. » Sophie sourit et s'approcha. « On peut y arriver ensemble. Si on travaille tous les trois, on va dégager ces tuyaux en un rien de temps. » Les trois amis tirèrent, coupèrent et déplacèrent les mauvaises herbes. Ça leur prit du temps, mais peu à peu, les tuyaux se libérèrent. Et soudain, de l'eau jaillit. « Ça y est, ça marche !» s'écria Caro, tout excitée. L'eau coula de nouveau dans le potager, arrosant ainsi les plantes assoiffées. Sophie était fière, mais elle savait que le travail n'était pas fini. « Maintenant, il faut s'occuper des limaces, » dit-elle, prête pour la suite de l'aventure. Sophie, Caro et Pat observaient les limaces glisser lentement vers les salades. Ces petites créatures étaient lentes, mais nombreuses, et elles semblaient très affamées. « Oh non, elles vont tout dévorer !» s'inquiéta Caro en regardant ses feuilles qui tremblaient. « Ne paniquez pas !» répondit Sophie calmement. « Il doit bien y avoir un moyen de les arrêter sans les blesser. » Pat hocha la tête. « Oui, mais comment? Elles sont partout. On ne peut pas courir après chaque limace, ou on finirait par glisser. » Il faillit d'ailleurs tomber sur une limace visqueuse en disant cela. Sophie réfléchit, quand soudain, elle se souvint d'un ami qui pourrait les aider. « Oh, Oli le merle adore manger les limaces. Il pourrait nous donner un coup de main. » Pat sauta de joie. «
bonne idée. Allons chercher Oli. » Les 3 amis se dirigèrent vers le grand chêne où vivait Oli. Sophie l'appela doucement. « Oli! Oli! On a besoin de ton aide. Les limaces envahissent le potager. » Oli le merle arriva en volant rapidement. « Des limaces! Miam miam! Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper d'elles, » dit-il, tout excité. Oli s'envola au-dessus du potager et se posa doucement près des limaces. En un clin d'œil, il commença à les picorer, les éloignant des légumes. Mais Oli était un merle très gentil. Il ne mangea que quelques limaces et laissa les autres s'enfuir vers un autre coin du jardin, loin des plantes. « Bravo, Oli! Bravo !» cria Caro, ravie. Sophie sourit. « Le potager est sauvé, mais je sens qu'il nous reste encore une surprise. » Le potager reprenait vie. Grâce à l'eau qui coulait à nouveau dans les rigoles, les légumes assoiffés se redressaient. Les salades, carottes et radis brillaient sous le soleil. Sophie, Caro et Pat étaient épuisés mais heureux. « Regarde, mes feuilles sont toutes fraîches maintenant !» s'exclama Caro, fière de ses fans qui ondulaient doucement. Pat le poivron fit un saut de joie. « On a réussi, et sans glisser sur une seule limace. » plaisanta-t-il. Sophie observa le potager avec un grand sourire. Mais soudain, elle aperçut Citrouillon le Grand qui s'avançait vers eux. Il roulait d'un air impressionné. « Eh bien, dit Citrouillon d'une voix grave. « Je dois admettre que je me suis trompé sur toi, petite fraise. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Sans toi, le potager aurait été perdu. » Sophie rougit de plaisir. « Merci, Citrouillon. Mais je n'aurais rien fait sans Caro, Pat et Oli. » Citrouillon sourit doucement, ce qui était rare pour lui. « Tu as montré du courage et de l'intelligence, Sophie. Je pense que tu mérites un honneur spécial. » Pat, tout excité, sauta sur place. « Oh 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 oh, je sens que ça va être bien !» Les autres légumes du potager se rassemblèrent autour de Sophie. Citrouillon se pencha et annonça d'une voix solennelle. « Sophie la fraise, nous te nommons princesse du potager. » Caro et Pat applaudirent. Sophie n'en croyait pas ses oreilles. Elle, princesse, elle sourit timidement, mais son cœur débordait de joie. Elle avait prouvé que même une petite fraise pouvait accomplir de grandes choses. Sophie la fraise n'en revenait toujours pas. Elle était maintenant la princesse du potager. Tous les légumes étaient rassemblés autour d'elle, formant un cercle coloré. Caro la carotte lui fit un clin d'œil. « Princesse Sophie, ça te va bien ?» plaisanta-t-elle. Pat le poivron sautillait partout. « On devrait te faire une couronne, mais pas une couronne normale, une couronne de pétales de fleurs, oui. »
Les autres légumes, enthousiasmés, se mirent à chercher des pétales colorés dans tout le potager. En quelques minutes, ils confectionnèrent une magnifique couronne et la déposèrent délicatement sur la tête de Sophie. « Elle est trop jolie !» s'exclama un radis en souriant. Sophie, un peu timide, touche à sa couronne. « Merci à tous, mais je n'ai rien fait toute seule. Le potager, c'est grâce à tout le monde. » Elle regarda ses amis, Caro, Pat et Oli le merle, puis sourit. Tout le potager applaudit. Les tomates faisaient des pirouettes, les pois sautaient dans tous les sens, et même Citrouillon le grand semblait ravi. Pat chuchota à Sophie. « Alors, princesse, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Sophie réfléchit un instant, puis elle sourit malicieusement. « Je pense qu'on pourrait organiser une grande chasse aux pétales dans tout le potager. »« Oh oui ! Oh oui, 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 oui !» crièrent tous les légumes, excités. Et c'est ainsi que Sophie, devenue princesse du potager, lança une nouvelle aventure joyeuse avec tous ses amis. Ensemble, ils couraient, sautaient et s'amusaient, prouvant qu'être une princesse, c'était aussi savoir partager les plus beaux moments avec ceux qu'on aime. Le potager n'avait jamais été aussi vivant et heureux. Ce matin-là, Théo la tortue se réveille plein d'entrain. Aujourd'hui, c'est le grand pique-nique au bord de l'étang. Il imagine déjà les sandwichs délicieux, les jeux avec ses amis et les fleurs autour de lui. Avec son panier bien rempli, il avance lentement mais sûrement vers le lieu du rendez-vous. Arrivé près de l'étang, Théo s'arrête net. Son sourire disparaît. L'eau est toute sale, pleine de bouteilles et de sacs en plastique. Il y a même un vieux ballon qui flotte entre les roseaux. Par terre, des papiers volent, des canettes brillent sous le soleil. Ce n'est plus un joli endroit. Théo soupire. Ah non! Comment va-t-on pique-niquer ici? C'est tout sale! Il regarde son panier. Plus question de s'installer là-bas. Lina la libellule et Malo le hérisson le rejoignent. Malo pousse un cri en voyant l'étang. C'est dégoûtant! Qui a fait ça? Je ne sais pas, répondit Théo, un peu triste. Mais on ne peut pas laisser ça comme ça. Lina vole au-dessus de l'eau, évitant de justesse une vieille chaussette flottante. On doit faire quelque chose, sinon plus de pique-nique. Oh! dit-elle en grimaçant. Théo réfléchit, en frottant doucement son menton. Je crois que j'ai une idée. On va nettoyer tout ça. Et on va s'amuser en le faisant. Lina et Malo se regardent, perplexes. Mais ils savent que Théo a toujours de bonnes idées. Nettoyer, s'amuser, murmure Malo. Théo sourit doucement. Vous allez voir.
Et c'est ainsi que l'aventure de la grande chasse aux déchets commence. Théo la tortue marche lentement vers la vieille cabane de sa grand-mère, Mamie Tortuga. Elle habite dans un tronc d'arbre tout près de la forêt. Mamie Tortuga sait toujours quoi faire, même dans les situations compliquées. Quand il arrive, Mamie Tortuga est assise sur sa chaise, tricotant un pull bien trop grand pour une tortue. Elle lève les yeux en voyant Théo. « Hé, que fais-tu là, mon petit ?» demande-t-elle avec un sourire doux. « L'étang est tout sale, mamie. On veut le nettoyer, mais c'est trop pour nous, » dit Théo, inquiet. Mamie Tortuga arrête son tricot et plisse les yeux. Il me semble que j'ai juste ce qu'il te faut. Attends une seconde. Elle se lève doucement et fouille dans une vieille armoire. Elle en sort 3 sacs en tissu, tous de couleurs différentes. Un bleu, un rouge et un jaune. Voici des sacs magiques, explique-t-elle en posant les sacs devant Théo. Ils ramassent les déchets tout seuls, mais fais attention. Ils sont un peu capricieux. Et ne les remplis pas trop, sinon... Elle s'arrête, faisant de grands yeux mystérieux. Théo hoche la tête, un peu inquiet, mais surtout excité. « Merci, mamie, je ferai attention. » Il prend les sacs, bien décidé à tout nettoyer avec ses amis. En sortant de la cabane, Théo regarde les sacs avec un sourire. « Des sacs magiques, ça va être amusant, » murmure-t-il. Lina et Malo l'attendent déjà au bord de la forêt. Ils regardent les sacs, curieux. « Prêt pour la grande chasse ?» dit Théo avec un clin d'œil. De retour près de l'étang, Théo la tortue, Lina la libellule et Malo le hérisson se préparent à utiliser les sacs magiques. Théo ouvre le sac bleu en premier. Aussitôt, il se met à sautiller tout seul, prêt à ramasser des déchets. Lina éclate de rire. « Trop drôle! Il bouge tout seul !» dit-elle en virevoltant autour du sac. Théo lance le sac bleu vers une canette vide. Le sac bondit et engloutit la canette. Puis, il repart chercher une autre bouteille en plastique. Lina et Malo sont épatés. « Waouh! Ça marche vraiment !» dit Malo en ramassant une vieille boîte de conserve. Mais lorsqu'il essaie de la mettre dans le sac rouge, celui-ci se ferme brusquement. Malo fronce les sourcils. « Eh, il ne veut pas !» Le sac rouge secoue la tête et refuse de s'ouvrir. Théo sourit en se rappelant ce que Mamie Tortuga avait dit. « Oh, je me souviens. Celui-ci n'aime que les objets brillants. Et c'est plutôt cette vieille canette. » Malo glisse la canette brillante dans le sac rouge et cette fois, il s'ouvre sans problème. Pendant ce temps, le sac jaune, lui, reste au seul bout d'heure.
Il grogne doucement chaque fois qu'on s'approche. Lina, amusée, essaie de le convaincre. Allez, petit sac, tu veux bien ramasser ce papier? Le sac jaune ronchonne, mais finit par engloutir le papier. Théo éclate de rire. Je vous avais dit qu'ils étaient capricieux, mais on va y arriver. Les trois amis continuent leur chasse aux déchets, jonglant avec les caprices des sacs, mais amusés par cette étrange aventure. Tout se passe bien, jusqu'à ce que Malo le hérisson ait une idée un peu trop ambitieuse. Je vais ramasser tout ça d'un coup, s'exclame-t-il en voyant une pile de bouteilles et de vieux journaux. Avant que Théo ne puisse l'arrêter, Malo attrape le sac bleu et le remplit jusqu'en haut. Le sac commence à trembler, puis il grossit, jusqu'à devenir énorme. Soudain, avec un grand pshhh, le sac éclate et se transforme en un monstre fait de déchets. Ah! Crie Lina en volant dans tous les sens. Le monstre est énorme, avec des bras faits de vieilles bouteilles et des jambes de canettes. Il avance en faisant des bruits de ferraille et en traînant une cape de papier sale. Il attrape tout ce qu'il trouve sur son chemin, devenant de plus en plus grand. Malo regarde le monstre, horrifié. Je crois que j'ai fait une bêtise. Théo, qui est resté calme, réfléchit. Ne t'inquiète pas, Malo. On va arranger ça. Le monstre des déchets avance lentement vers eux, faisant de gros bruits de clink. Théo se tourne vers Lina. Lina, va chercher Mamie Tortuga. Lina s'envole à toute vitesse pendant que Théo essaie de retenir le monstre avec quelques branches. Mais cela ne fait que le rendre plus grand et plus bruyant. On doit trouver un moyen de l'arrêter, dit Théo. Malo hoche la tête, prêt à réparer son erreur. L'aventure prend un tournant inattendu. Le monstre des déchets devient de plus en plus grand, ramassant tout ce qu'il trouve sur son passage. Malo et Théo reculent, cherchant une solution. On ne peut pas le laisser tout avaler, s'écrie Malo, affolé. Théo, toujours calme, commence à réfléchir. Soudain, il a une idée. Les sacs magiques, murmure-t-il. Ils aiment ramasser des déchets. Alors, pourquoi ne pas les utiliser pour attraper le monstre? Malo, un peu confus, fronce les sourcils. Mais ils sont trop petits pour ça, non? Théo sourit doucement. Pas si on les utilise avec astuce. Il ouvre le sac rouge, celui qui aime les objets brillants. Malo, trouve tout ce qui brille. Le monstre adore ça. Il va le suivre. Malo court dans tous les sens, ramassant des canettes, des morceaux de plastique scintillants et même une vieille louche brillante. Le plan fonctionne. Le monstre, fasciné par tout ce qui brille, commence à suivre Malo, qui le conduit tout droit vers le sac rouge. Théo attend avec le sac grand ouvert. Par ici, monstre! Crie Théo.
et avec un grand whoosh, le sac rouge engloutit tout le monstre des déchets d'un coup. Théo, tout fier, regarde Malo. C'était juste une question de patience. Malo sourit, soulagé. Pfff, merci Théo. Sans toi, on aurait été avalé. Lina revient juste à temps avec Mamie Tortuga sur son dos. Oh, tout est déjà réglé, je vois, dit Mamie en riant. Avec le monstre des déchets enfin capturé, Théo, Malo et Lina poussent un soupir de soulagement. Théo dépose délicatement le sac rouge rempli de déchets au sol. Mamie Tortuga, qui est enfin arrivée, regarde le sac avec un sourire amusé. Ah, je vois que mes sacs magiques ont fait du bon travail, dit-elle en riant doucement. Lina vole autour du sac. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demande-t-elle. On ne peut pas laisser ce sac plein de déchets ici. Mamie Tortuga sourit mystérieusement. Ne vous inquiétez pas, mes petits. Regardez bien. Elle claque des doigts et soudain, une lumière douce sort du sac rouge. Les déchets se transforment en fleurs éclatantes, en buissons colorés et en arbres majestueux. La forêt se remplit de couleurs, de parfums doux et de chants d'oiseaux. Théo et ses amis regardent autour d'eux, émerveillés. « C'est magnifique !» s'exclame Malo, les yeux écarquillés. « Waouh! La forêt est encore plus belle qu'avant !» ajoute Lina, en virevoltant joyeusement. Théo sourit, satisfait. Tout ça parce qu'on a pris soin de notre forêt. Mamie Tortuga hoche la tête. La nature récompense toujours ceux qui la protègent. Finalement, Théo ouvre son panier de pique-nique. Je pense qu'on a bien mérité ce pique-nique. Vous ne trouvez pas ? dit-il en souriant. Ils s'installent sous un grand arbre fleuri, savourant leur repas sous un ciel éclatant. La forêt chantonne doucement autour d'eux, enchantée par leur belle aventure. Et c'est ainsi que Théo, Malo et Lina se promirent de toujours prendre soin de leur forêt, tout en s'amusant, bien sûr. Un matin ensoleillé, David, le petit lapin curieux, sautillait joyeusement à travers la forêt. Il adorait explorer chaque recoin, flairer les fleurs et écouter les oiseaux chanter. Ce jour-là, alors qu'il s'aventurait plus loin que d'habitude, il remarqua quelque chose d'étrange sous un grand chêne. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il en s'approchant. C'était un chapeau. Un grand chapeau pointu, violet, avec des étoiles dorées brillantes. David regarda autour de lui. Personne. Le chapeau semblait abandonné. Sans hésiter, il le prit dans ses petites pattes et le mit sur sa tête.
dès lors qu'il l'eut posé, quelque chose de magique se produisit. Des étincelles brillantes dansèrent autour de lui, illuminant l'ombre des arbres. David écarquilla les yeux. Il se sentait différent, très différent. Tout à coup, il fit un bond en avant. Mais au lieu de toucher le sol, il se retrouva en train de flotter. « Oh non !» cria-t-il, surpris. Il agita ses petites pattes dans tous les sens, essayant de se poser, mais rien n'y fit. Il tournoya dans les airs, passant au-dessus des buissons et des branches. « Comment je redescends ?» s'exclama-t-il en riant, légèrement paniqué. Finalement, il retomba doucement sur un lit de feuilles. Il se releva, secoua ses oreilles et regarda le chapeau. Ce n'était pas un chapeau ordinaire. Non, ce chapeau était magique. Et David venait de découvrir un monde rempli de surprises. Le lendemain matin, David ne pouvait s'empêcher de penser au chapeau magique. Il se réveilla avec un grand sourire et décida de l'essayer à nouveau. Avec enthousiasme, il courut dans la forêt, là où il avait trouvé le chapeau, et le mit sur sa tête. Cette fois-ci, il voulait tester ce que le chapeau pouvait vraiment faire. « Peut-être que je peux faire apparaître des carottes ?» pensa-t-il. Il se concentra fort, fronça ses petites moustaches et... pouf, une énorme carotte apparut devant lui. « Waouh !» s'exclama David, les yeux grands ouverts. Il croqua dedans et elle était délicieuse. Il décida d'essayer autre chose. Cette fois, il fit un mouvement avec ses pattes et toutes les feuilles des arbres se transformèrent en papillons colorés. Ils volèrent partout, remplissant la forêt de couleurs éclatantes. David éclata de rire. Mais tout ne se passait pas toujours comme prévu. Quand il voulut faire pousser une fleur, un gros champignon apparut à la place, si gros qu'il manqua de l'écraser. « Ouch !» dit-il, en reculant rapidement. Ensuite, sans même y penser, il cligna des yeux et se retrouva de l'autre côté de la forêt, près de la rivière. « Mais comment suis-je arrivé ici ?» murmura-t-il, un peu confus. Ses pouvoirs semblaient avoir leur propre volonté. David commençait à réaliser que ce chapeau était plus puissant qu'il ne l'avait imaginé. Mais il ne savait pas encore comment tout contrôler. Alors qu'il retournait chez lui, il se demandait: que va-t-il encore se passer avec ce chapeau ? Un après-midi, alors que David jouait avec son chapeau magique, il fit soudainement un drôle de bruit en agitant ses oreilles. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda-t-il. Il leva la tête et vit un grand corbeau noir perché sur une branche. Le corbeau le fixait de ses yeux brillants. « Qui es-tu ?
demanda David, curieux, mais un peu inquiet. Quoi, quoi? Je suis le messager de la sorcière, croissa le corbeau d'une voix grave. David fit un bond en arrière, ses oreilles tremblantes. Quoi, quoi? Ce chapeau n'est pas à toi, petit lapin. Il appartient à la sorcière. David cligna des yeux, surpris. Une sorcière? Murmura-t-il. Il n'avait jamais vu de sorcière avant, mais il savait que cela ne présageait rien de bon. Le corbeau continua. Quoi, quoi? Elle va bientôt venir chercher son chapeau. Mais attention! Si tu ne sais pas contrôler la magie avant son arrivée, elle ne sera pas contente. David se sentit soudain nerveux. Il aimait la magie, mais il savait qu'il n'était pas encore capable de la maîtriser. Chaque sort qu'il lançait devenait une aventure imprévisible. Que dois-je faire? Demanda-t-il au corbeau. Mais celui-ci s'envola dans un grand battement d'ailes, sans répondre. David regarda le ciel, un peu inquiet. Il se mordit à la lèvre et jeta un coup d'œil au chapeau sur sa tête. Il devait apprendre à contrôler ses pouvoirs avant que la sorcière ne vienne. Mais comment faire? Il n'avait que très peu de temps. Après l'avertissement du corbeau, David était déterminé à apprendre à contrôler ses pouvoirs. Il retourna dans la forêt avec son chapeau magique bien fixé sur sa tête. « Je dois m'entraîner, » dit-il, les oreilles bien droites. D'abord, il tenta de refaire le tour de magie avec les carottes. Il ferma les yeux, se concentra. Pop! Une carotte apparut, mais cette fois-ci, elle était géante, si grande qu'elle dépassait les arbres. « Oups !» s'exclama David, les yeux écarquillés. « Encore trop grand !» Il essaya ensuite de faire bouger des pierres avec ses pouvoirs. Il se concentra très fort, mais au lieu de déplacer une petite pierre, il fit léviter tout un tas de cailloux qui tournaient dans les airs. Les pierres s'envolaient partout autour de lui, comme des feuilles dans le vent. « Stop! Arrêtez !» cria-t-il, mais les pierres ne l'écoutaient pas. David s'assit, un peu découragé. « Comment vais-je y arriver? Comment vais-je y arriver ?» se demanda-t-il à voix haute. C'est alors qu'un vieil hibou, perché sur une branche, l'observa calmement. « Tu as besoin d'aide, petit ?» demanda l'hibou avec sagesse. David leva les yeux vers lui. « Oui, je n'arrive pas à contrôler cette magie. C'est trop compliqué. » Le hibou descendit lentement de l'arbre et se posa à côté de lui. « Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. La magie, c'est comme la nature. Il faut la respecter et la comprendre. » Avec l'aide du hibou, David se mit à apprendre les secrets de la magie, pas à pas, sans se précipiter. Après plusieurs jours d'entraînement avec le vieil hibou, David commençait enfin à mieux contrôler ses pouvoirs. Il pouvait maintenant faire apparaître de petites carottes, déplacer des pierres sans tout déranger
et même faire danser les feuilles dans le vent. Il était fier de ses progrès, mais quelque chose le préoccupait toujours. La sorcière. Un matin, alors qu'il s'exerçait à faire flotter une fleur, il sentit un frisson le long de ses oreilles. Soudain, un épais brouillard envahit la forêt et une ombre s'approcha doucement. C'était elle, la sorcière. David avala difficilement. Elle portait une longue robe noire et avait des yeux brillants qui semblaient tout voir. Elle s'arrêta devant lui et le regarda en silence. « Alors, petit lapin, dit-elle d'une voix calme mais puissante, tu as trouvé mon chapeau ?» David, tremblant un peu, hocha la tête. « Oui, je l'ai trouvé, mais je ne savais pas qu'il était à vous. Je suis désolée. » La sorcière le fixa, puis esquissa un léger sourire. « Et tu as joué avec la magie, n'est-ce pas ?» David baissa les oreilles. « Oui, mais je me suis entraînée. Je sais maintenant comment l'utiliser sans tout casser. » La sorcière fit un tour autour de lui, observant la forêt. « Je vois, mais sais-tu que la magie n'est pas un jeu ? Elle demande respect et sagesse. » David hocha la tête. « Je comprends. Je veux bien rendre le chapeau. » La sorcière se pencha, ses yeux brillants. « Peut-être pas tout de suite, petit lapin. Montre-moi ce que tu as appris. » David prit une profonde inspiration. Il savait que la sorcière attendait quelque chose de lui. Le vieux hibou l'avait bien préparé, mais c'était maintenant à lui de montrer ce qu'il avait appris. Il se concentra et, avec délicatesse, fit flotter une petite feuille devant lui. La feuille tourna dans les airs, dansant doucement. Puis, avec un léger mouvement de sa patte, il fit apparaître une petite carotte, parfaite et brillante, qui roula devant la sorcière. La sorcière regarda, un sourire levé. « Pas mal, petit lapin. Mais peux-tu gérer quelque chose de plus grand ?» David, confiant, leva ses oreilles bien droites. Il se concentra une dernière fois et fit doucement pousser un magnifique buisson de fleurs colorées. Les fleurs s'ouvraient lentement, une à une, illuminant la forêt de leurs couleurs vives. La scène était belle et calme. La sorcière sourit, un sourire qui n'était pas effrayant cette fois. « Tu as bien appris, petit lapin. » Elle se pencha vers lui et caressa le chapeau sur sa tête. « Tu as respecté la magie, c'est ce qui compte. » David hocha la tête, un peu soulagé. « Alors, je peux garder le chapeau ?» La sorcière éclata de rire. « Pour l'instant, oui. Mais souviens-toi, la magie est un don. Alors utilise-la avec sagesse. » David sourit.
Il savait maintenant que ce n'était pas seulement le chapeau qui faisait la magie, mais ce qu'il choisissait d'en faire. La sorcière disparut dans un tourbillon de brume et David, le cœur léger, continua à explorer la forêt, prêt à découvrir toutes les surprises que la magie et la nature avaient à lui offrir. Fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à présent une bonne nuit. Au revoir.